Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour depuis le studio de Radio Clapas 93.5. Vous voilà dans votre émission bimensuelle, l'économie au service de l'homme. C'est aussi la devise du CJD qui vous propose cette émission. Le CJD, c'est notre mouvement de dirigeants d'entreprises responsables qui osent être dirigeants autrement. Alors, notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Vous êtes au cœur d'une série et on parle des objectifs de développement durable de l'ONU pour sauver le monde, rien que ça. Ce sont les ODD, il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Ils sont universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Et aujourd'hui, on recharge tout ça avec la question de l'énergie, en particulier l'énergie renouvelable. Alors, je suis Virginie et nous sommes en petit comité aujourd'hui. Bonjour à notre invité Maxime Bouldoir, que nous accueillons avec notre animateur jeune dirigeant Johan, qui est directeur d'une société d'aseptisation. Et bonsoir. Alors, du coup, je vais présenter Maxime Bouldoir, qui est en face de moi, qui est chargé de projet énergie à l'association l'ALEC, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. Il y est depuis 2 ans et il est titulaire d'une licence en rénovation énergétique. Maxime, comment allez-vous ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Bonjour à tous et je vais très bien. Super. Très content d'être là. Et du coup, on va pouvoir démarrer cette émission avec, maintenant vous le savez, la fameuse chronique de Virginie. Cette fois-ci, énergivore, montez à bord. Tu manques de sommeil pour recharger tes batteries, tu manges trop de calories et tu peines à défouler ce trop-plein d'énergie. Tu accuses la fatigue mentale ou physique, tu ne sais plus. Alors que tes gosses sont des piles Duracell, ça te laisse sur le... Tu veux mieux exploiter tes ressources renouvelables sans abîmer ton corps, ton unique habitable, éviter le guronzan, les coups de fouet et le consommable. Et comme pour notre corps, les énergies sont vitales à nos vies. Elles sont diverses et variables et elles demandent des efforts durables. Alors un monde sans énergie, mais c'est impossible. Comment se passer de celle qui éclaire nos nuits, nous transporte, fabrique nos maisons et vêtements, nourrissent les machines, nos smartphones, Internet et même nous. Mais ça ne tombe pas du ciel. Quoiqu'un peu quand même. Les énergies forment 2 grandes familles. La première famille, ce sont les matières premières qui viennent d'énergies dites fossiles, comme le charbon, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel. Et la deuxième famille, ce sont les phénomènes naturels qui fournissent les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie qui vient du soleil, du vent, de la force de l'eau, de la chaleur du sol, etc. Une fois qu'on a compris ça, nous avons 3 enjeux majeurs. Premier enjeu, maîtriser notre folle envie énergivore. Déjà à cause des usages, tenez Internet par exemple, c'est le 3e plus gros consommateur électrique derrière la Chine, qui fait quand même 1,5 milliard d'habitants, et les États-Unis. Il y a aussi la question de la déperdition énergétique. Par exemple, faire bouger votre voiture utilise moins de 20% de l'énergie fournie par l'essence, et tout le reste est perdu en chaleur. Et encore une fois, parce que la population est toujours plus nombreuse puisqu'elle a fait 4 fois en un siècle. Et figurez-vous que si toute l'humanité vivait comme les Français, on consommerait les ressources de 2,8 planètes Terre en 1 an seulement. L'enjeu numéro 2, c'est de diminuer surtout la consommation des énergies fossiles. Déjà parce qu'une fois qu'on les a pris, elles ne reviennent pas. Et en plus parce que ça pollue et ça aggrave le dérèglement climatique comme si on avait besoin de ça. Alors, que puis-je faire, par exemple, en motorisant 1 tonne de CO2 ? Eh bien, il faut choisir. C'est soit un aller-retour Paris-New York, soit 1 an de consommation d'un logement d'une personne. Parce que 1 heure d'avion, c'est l'équivalent de 1500 heures de TGV en termes de pollution. Du coup, objectif décarbonation. Décarbonation, c'est déjà une très lourde tâche pour nos industries lourdes et on compte sur les investisseurs, les politiques pour avancer et nous aussi, chez nous, en entreprise, on peut faire mieux. L'enjeu numéro 3, c'est ce besoin de développer les énergies renouvelables. Déjà parce que par définition, elles se renouvellent, ce qui est vital pour un accès partagé et universel à toutes les populations, avec des prix accessibles, et c'est aussi vital pour le climat. Mais certaines sont soumises aux humeurs de la nature et ça demande tout de même un peu d'investissement. On va en reparler avec Maxime et Johan.
Une fois n'est pas coutume, je suis quand même toute excitée parce qu'il y a des bonnes nouvelles et des espoirs sur le sujet. 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est possible dans 139 pays. En tout cas, c'est ce que nous disent les experts. Et en plus, ça réduirait la demande énergétique mondiale, ça créerait plus de 20 millions d'emplois et ça limiterait le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ce qui n'est quand même pas négligeable. Confirmation ces jours-ci, en France aussi, on pourrait passer techniquement au 100% d'énergie renouvelable en 2050. Évidemment, il y a des conditions, mais on n'a rien sans rien. Il y a aussi des espoirs du côté de l'hydrogène vert. C'est un carburant propre qu'on peut développer car il consiste à produire un carburant en extrayant du méthane à partir de la fermentation de déchets. Et autant vous dire qu'on a beaucoup plus de chances de toujours avoir des déchets sous la main que du soleil et du vent. Et enfin, des découvertes récentes nous font espérer qu'on puisse avancer sur la question de la fusion nucléaire. Au lieu de séparer des atomes, ce qui présente quelques inconvénients parfois, on les fusionne pour faire comme dans le soleil, comme dans les étoiles. Il faut juste arriver à soutenir des températures de 100 à 200 millions de degrés, ce qui n'est pas rien. Donc on devrait y être, mais dans quelques décennies, mais ce serait le Graal, une énergie stable et quasi illimitée. Alors avant ça, il se passe plein de choses dans ce domaine, beaucoup d'initiatives, plein d'espoirs, de choses qui fleurissent. Et pour conclure, je voudrais vous laisser rêver sur une initiative de Glowy qui nous propose des villes bioluminescentes. Alors imaginez-vous dans un paysage urbain un petit peu magique, éclairé de cette douce lumière que font les organismes vivants tels que les lucioles, les vers luisants, le plancton phosphorescent. N'est-ce pas fascinant et charmant à la fois ? Une ville bioluminescence incroyable. Maxime, vous en avez déjà entendu parler ? Oui, tout à fait. Effectivement, une ville bioluminescence, comme ça a été très bien cité juste précédemment, voilà, c'est vraiment inspiré de la nature. Un peu, on pourrait parler de biodynamie. Vraiment, on prend son inspiration dans la nature pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, c'est un peu le cas de ce qui est en train de se passer et qui est très intéressant, surtout que c'est en train d'être développé de plus en plus. Ok, super. Bon merci beaucoup Virginie pour cette excellente introduction. Virginie nous a parlé d'énergie renouvelable. J'aimerais que du coup on développe un peu cet aspect-là parce que vous êtes expert dans votre domaine et du coup est-ce que vous pouvez nous donner une bonne définition, même pas une petite mais une bonne définition de qu'est-ce que les énergies renouvelables ? Pas de souci. Effectivement, ça a déjà été très bien éclairci juste avant, mais les énergies renouvelables en soi, comme ça a été précisé, ça va être tout simplement tout ce qui va s'opposer en parallèle aux énergies fossiles. Donc le charbon, le nucléaire, le gaz, tout ce qu'on peut trouver dans ce sens-là. Et une énergie renouvelable elle va être en quantité inépuisable, mais surtout on va avoir une quantité assez importante d'énergie pour pouvoir produire, parce que l'objectif est quand même de produire. Et surtout en phase d'exploitation, donc au moment où on va avoir une production d'énergie, c'est très important de ne pas polluer et d'avoir une émission de polluants qui soit presque inexistante ou peu existante en tout cas. Donc il y a aussi cette phase-là qui est à prendre en compte parce qu'il y a l'avant et l'après. Donc il y a le moment où on va l'utiliser, l'énergie renouvelable. Donc effectivement, elle peut produire une énergie qui vient justement de ressources que l'on peut exploiter sans pour autant avoir des impacts négatifs en termes de réchauffement climatique ou autre. En revanche, il y a aussi toute la partie amont qui va être la conception, la fabrication, le transport des produits pour y arriver et que là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des analyses de cycle de vie, qu'on appelle des impacts qui peuvent être plus ou moins conséquents en fonction des énergies et de là où elles viennent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples du coup d'énergie renouvelable vraiment ? Tout à fait. Alors, on peut avoir les énergies renouvelables à l'échelle un peu plus globale, donc les éoliennes par exemple, avec le vent. On pourrait avoir tout ce qui est solaire photovoltaïque. Donc quand on dit photovoltaïque, c'est pour la production d'électricité. Parce qu'après, si on rentre un peu plus dans l'habitat ou le logement, on aura tout ce qui est aussi solaire thermique, qu'on connaît un peu moins. Donc ça fonctionne à peu près sur des principes similaires avec la base, le soleil. Mais effectivement, c'est une énergie qui permet de produire de l'eau chaude sanitaire. Il y aura des choses comme ça qui seront possibles. Il peut y avoir la géothermie aussi. Que souvent la géothermie, c'est compliqué à mettre en place puisqu'il faut bien sûr qu'il y ait des gisements et que ça soit adapté, mais qui peut être une énergie intéressante. Et puis les énergies marémotrices, via des barrages hydrauliques ou autres, qui sont un panel d'énergie renouvelable assez conséquent et assez intéressant à utiliser. Est-ce que vous pourriez, peut-être pour nos auditeurs, expliquer la géothermie, ce que c'est, comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. La géothermie, ça va être le principe d'aller puiser dans des sources soit de nappes phréatiques ou tout simplement des sources de chaleur qui sont constituées au niveau du sol, d'aller prendre cette chaleur-là pour pouvoir la ramener et la diffuser sous forme de chaleur principalement dans l'habitat.
Donc là, ça peut être souvent s'associer à des planchers chauffants qui diffusent une chaleur homogène et confortable dans les logements. Et souvent, voilà, le principe de base, c'est vraiment d'aller récupérer cette chaleur-là tout en redonnant à la terre ce qu'on lui a pris. Donc, il n'y a pas vraiment de perte à ce niveau-là. Et c'est plutôt intéressant en termes d'économie d'énergie. Mais c'est beaucoup de tuyauterie alors. Tout à fait. Effectivement, il va y avoir pas mal de travaux à faire. C'est pour ça que c'est très rare pour l'instant d'en voir. En tout cas, principalement ici, puis dans le territoire, parce qu'il faut qu'il y ait bien entendu la ressource disponible. Et ça, c'est pas le cas partout. Ça va être certains gisements à certains endroits. Et effectivement, ça demande des travaux assez conséquents qu'on peut pas se permettre en termes de coûts déjà pour tout le monde. Et surtout, en termes d'investissement technique, ça demande quand même des études assez approfondies. Du coup, moi également, j'ai fait mes petites recherches sur l'énergie renouvelable et j'ai vu qu'il y avait des choses à faire avant de se précipiter sur un changement d'énergie. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est très intéressant, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire dans la démarche Negawatt, qui est une association qui œuvre dans ce domaine de transition énergétique. On parle de sobriété tout d'abord. La sobriété, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement, je réduis à la base mes consommations. Que ça soit d'eau, d'électricité, d'énergie globalement. On fait couler un robinet, on l'éteint quand on n'en a plus besoin. On éteint des lumières, donc on peut mettre en place des solutions comme ça, qui peuvent paraître toutes simples, anodines, comme l'éveil aussi, qui fonctionne aujourd'hui, l'éveil avec, en 10 ans, le nombre d'appareils électroniques dans l'habitat, dans le logement ou même dans les entreprises a plus que doublé. Donc on a beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un chiffre exact ou non ? Il faudrait le voir en fonction des différentes analyses, mais on dit qu'on est à peu près à 2 centrales nucléaires qui produisent constamment pour nos veilles, donc c'est-à-dire pour des appareils qui fonctionnent sans utilisation. Donc c'est quand même des choses assez aberrantes. Et avant de parler vraiment d'énergie renouvelable et de rentrer dans une production d'énergie, on va déjà commencer par réduire ses besoins au niveau sobriété. Et à l'échelle d'un pays ou de plusieurs pays, c'est quand même conséquent. Et une fois qu'on a réduit ça, on va pouvoir aller plus vers de l'efficacité. Alors que ça soit avec les entreprises ou les particuliers ou les logements ou les copropriétés éventuellement, sur l'aspect habitat et logement, on peut avoir des démarches de rénovation dites globales. Donc global, ça va être tout d'abord, on va commencer à isoler. Ça ne sert strictement à rien dans une maison non isolée de mettre le meilleur chauffage du monde. C'est un peu comme avoir une Ferrari en ville. On ne peut pas rouler, mais on a un moteur puissant. Là, c'est la même chose. On pourra mettre le meilleur chauffage via des énergies renouvelables ou autres. Si on a des déperditions et qu'on a une passoire thermique, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, on va déjà isoler, réduire les déperditions. Et une fois que ces déperditions sont réduites, on va penser à tout ce qui est aussi ventilation. Parce qu'effectivement, tout simplement, on aura isolé, on aura un logement hermétique, mais il faut aussi qu'il y ait de l'air qui circule, que ça soit sain, qu'il n'y ait pas de problème d'humidité, et que pour les occupants aussi, ça soit confortable à vivre, et qu'il n'y ait pas de problème au niveau tout simplement de la santé. Surtout pour les enfants et autres, puisque les particules sont souvent au niveau bas, donc les enfants, c'est plus dangereux. Donc il y a vraiment ce côté ventilation qui est quand même un point souvent clé et parfois oublié, qui est très important à mettre en avant. Et une fois qu'on a son logement, effectivement, ou son entreprise qui est isolée, et la ventilation fonctionne correctement, on va pouvoir justement commencer à penser à chauffer, alors que ce soit l'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude sanitaire, le chauffage, qui vont tout simplement pouvoir apporter le confort supplémentaire et dans une moindre mesure, puisqu'effectivement, tous les besoins auront été réduits à la base. Et là, c'est là où c'est super important, puisque effectivement, c'est là où on va pouvoir apporter des énergies renouvelables dans ces domaines. On le détaillera sûrement plus tard, mais au niveau du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et autres domaines de production d'énergie, parce que là, ça sera dans une logique très intéressante et pour tout le monde, autant au niveau économie d'énergie, confort et au niveau aussi du portefeuille, puisque les factures, on le sait tous, en fin du mois, on est content quand la facture est diminuée. Tout le monde est content de moins payer. Oui. Et je disais, il y a cette notion d'action du quotidien qu'on peut faire en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi en tant que citoyen chez soi. Et j'ai vu une initiative de jeunes qui vont, je crois que c'est des skateurs, qui vont aller éteindre des bureaux et des vitrines de magasins qui restent allumés toutes les nuits, ce qui peut paraître complètement aberrant. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une loi là-dessus ? Est-ce qu'il y a des règles qui s'imposent ? Est-ce qu'il y a des associations qui luttent un peu là-dessus ? Alors effectivement, il y a une prise de conscience déjà qui a été faite depuis plusieurs années sur ces aspects-là, qui vont être vraiment liés tout simplement, comme vous venez de le préciser, sur cet éclairage public la nuit, que ce soit les lampadaires ou les vitrines de magasins ou autres, qui restent allumés, qui ont une consommation qui est exponentielle.
Et malheureusement, cette consommation-là, à part, on va dire, pour le côté esthétique et voilà, qu'on peut garder la nuit, elle sert pas à grand-chose. Bon, surtout en ce moment, on va dire, où on est confiné très rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des associations, qui se mettent en place justement pour pouvoir éteindre ça. Donc les skaters, effectivement, l'ont fait. J'ai vu également d'autres jeunes qui faisaient du parcours qui se sont mis à faire ça. Donc il y a eu peut-être une prise de mouvance côté jeune qui se met en place à ce niveau-là. Parce que ça dégrade pas ce qu'ils font. Voilà, il n'y a aucune dégradation. En revanche, ça permet effectivement d'avoir juste un impact. Bien sûr, c'est pas parce qu'on va éteindre 10 boutiques que ça va changer les choses. Mais petit à petit, rappel à l'ordre, goutte, voilà. Goutte après goutte, si on fait justement. éteindre sa boutique, on se dit, je vais peut-être faire attention la prochaine fois. J'ai lu également, parler de bioluminescence tout à l'heure, j'ai lu également que cet éclairage généralisé la nuit avait aussi un impact sur la biodiversité, puisqu'apparemment, il y a des animaux qui, notamment sous ces vers luisants, lucioles, etc., qu'on ne peut plus trouver dans les villes à cause de cet éclairage artificiel. Exactement. Ça a modifié tout simplement les écosystèmes en fait existants. Ouais. Bon, déjà la ville en soi l'a modifié, mais là avec cet éclairage-là, on a encore un impact encore plus négatif au niveau de l'écosystème, au niveau de la nature. Et c'est vrai que ça peut être amélioré. Il y a d'ailleurs, que ce soit dans la métropole, il y a des solutions qui ont été trouvées, des alternatives. Beaucoup de communes sont parties sur la réduction de l'éclairage public la nuit. Donc à certaines heures, plus ou moins importantes, sur certains créneaux, il n'y a plus d'éclairage public. Donc ça fait débat, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir que l'énergie. Il y a la sécurité routière ou autre, ou tout simplement pour y voir quand on rentre la nuit. Mais c'est vrai que c'est des solutions et des alternatives qui sont trouvées, qui sont intéressantes et qui permettent d'économiser de l'énergie sans pour autant avoir trop d'impact négatif. En matière d'énergie et d'énergie renouvelable, tout ne se vaut pas. Il y a beaucoup de différences d'un type d'énergie à l'autre. On a parlé d'hydrogène vert, d'éolien, vous avez parlé de photovoltaïque. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que c'est que ce mix énergétique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Effectivement, le mix énergétique, ça va être le fait justement de reposer sur différents types d'énergie. Donc un peu dans un objectif de résilience aussi. La résilience, ça va être de pouvoir s'adapter au changement et vu ce qui devrait advenir au niveau du changement climatique, quoi de mieux que de pouvoir reposer sur une base de plusieurs types d'énergie. Alors effectivement, qu'elles soient fossiles ou renouvelables, on aimerait tendre le plus possible vers de l'énergie renouvelable. D'ailleurs, il y a des objectifs qui ont été fixés, 2020, 2030, pour augmenter la part d'énergie renouvelable sur la consommation totale. Mais ce mix énergétique, ça va être vraiment de prendre la mesure des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout sur les besoins, etc. Mais une fois que ça s'est passé, qu'on est vraiment dans la partie production d'énergie, de se dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une grande production d'énergie issue du nucléaire en France, tout simplement. Et comment diminuer cette part ? Parce que à partir du moment où une seule énergie dépasse 50% de production, on ne peut pas dire trop qu'on est résilient, puisqu'effectivement, à partir de ce moment-là, on devient dépendant d'une seule source d'énergie, et là, c'est là où c'est compliqué. Donc, c'est bien d'avoir justement ce mix énergétique, d'avoir différents types d'énergie qui puissent couvrir la totalité des besoins, au cas où il y ait tout simplement un problème sur un seul approvisionnement, un seul flux qui est coupé. Justement, on peut subvenir par d'autres types d'énergie à ce besoin-là. Et comme ça a été très bien dit, les énergies renouvelables sont aussi dépendantes. Elles sont dépendantes des aléas climatiques. Le soleil pour le photovoltaïque, même si les zones choisies et d'études ont été faites pour que ce soit les endroits où ça produise le mieux. L'éolienne aussi, mais on ne peut pas l'implanter partout. Donc il y a vraiment des variants qui ne permettent pas pour l'instant d'arriver à un mix énergétique total avec de l'énergie renouvelable. On aimerait y tendre et y arriver, et ça serait vraiment génial, mais il va falloir y aller petit à petit et continuer à produire, on va dire, plus d'énergie renouvelable, tout en ayant en tête que ça, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué d'atteindre l'autonomie, on va dire, énergétique à 100% renouvelable dès demain. Par contre, c'est un objectif qui est fixé. L'Allemagne a l'air beaucoup plus en avance que nous sur le sujet. On en est où en France ? Quel est un peu ce mix ? Si vous pouvez nous donner 2-3 repères. Tout à fait. Il y a une loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte qui a été établie en 2015 avec des arrêtés qui sont arrivés un peu plus tard, qui ont modifié tout ça, qui ont fixé un objectif à 2020. Donc ça y est, on y est déjà passé. On était à 23% d'énergie renouvelable dans la part totale. On était déjà un peu en retard en France, malheureusement. Donc on était plutôt à 17-18%, voire un peu plus. Après, les chiffres varient en fonction des études, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on était déjà un peu en retard par rapport à ça. Et 2030, il y a un objectif de 32% d'énergie renouvelable.
Donc, il va falloir mettre un peu les bouchées doubles, je pense, pour pouvoir y arriver, déjà qu'on avait pris un peu de retard à la base, et justement, pour arriver à ce mix énergétique complet. Virginie nous a parlé d'hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit peu plus de détails sur cette technique ? Alors, sur la technique en elle-même, ça reste assez compliqué, on va dire, à expliquer techniquement. Et voilà, je ne voudrais pas me lancer dans ce domaine dont je ne suis pas expert, mais en tout cas, sur le principe, c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tout cas, est intéressant, qui peut apporter du plus pour la suite, on va dire. Mais il faut aussi, comme on le disait au départ, pas se tromper des fois pas de combat, mais d'investissement, parce qu'on cherche souvent d'autres solutions. En fait, une solution technique qui va changer les choses, qui va renouveler tout ce qu'on connaît et qui va nous apporter la solution miraculeuse et tout sera fini. Et le souci, c'est pas, je veux pas casser les espoirs non plus, mais en fait, les solutions aujourd'hui, elles existent déjà. Et il faudrait aussi tabler et continuer à développer les solutions qui existent déjà, puisque ça fonctionne. On a déjà des retours. Bien sûr, continuer via de l'hydrogène vert à expérimenter, à avoir des idées, etc. Ça, voilà, pas de souci. Mais il faut aussi penser de manière globale que voilà, on a des solutions qui existent déjà et penser à les développer en premier lieu avant d'aller sur d'autres idées, d'autres innovations qu'on maîtrise peut-être pas encore. Juste peut-être pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route, en fait, l'hydrogène vert, ça consiste à faire fermenter les déchets et en extraire le méthane pour développer une nouvelle source d'énergie. Mais c'est encore des choses assez récentes qui laissent des espoirs, mais qu'il faut du coup pondérer avec les solutions déjà existantes à développer. Pour votre conseil, de ne pas reproduire l'erreur qu'on a faite avec le nucléaire, mais de bien diviser nos apports en énergie. Ne pas être dépendant d'une technique, que ce soit en ce moment le nucléaire, ne pas passer du nucléaire directement du full hydrogène vert. Exactement. Voilà, c'est vraiment ce principe-là de base. Pas reproduire ça parce que tout type d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non, il y a un impact. Cet impact, voilà, le zéro impact sur tout le cycle, on va dire production, exportation, consommation, etc. Il y aura un impact dans tous les cas. Le zéro impact, malheureusement, je pense que ça n'existe pas. Mais par contre, il y a des impacts qui sont réduits avec certaines solutions et avec d'autres. Et puis aussi, ces impacts-là, on s'en aperçoit plus tard, souvent. Il faut un temps de retour, c'est comme sur tout. Mais justement, pas reproduire cette même erreur et vraiment rester sur plusieurs piliers de production d'énergie pour avoir une résilience, on va dire, énergétique qui soit de plus en plus renforcée. Parce qu'au-delà, en fait, une fois que l'énergie est produite, dans ce que vous dites, c'est qu'on comprend que c'est pas le tout de la produire, il faut quand même qu'elle aille jusqu'à la batterie en question ou à la prise en question. Et du coup, il y a quoi ? Il y a du transport, du stockage. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui a le plus d'impact et qui est le plus à améliorer ? Alors tout à fait, il y a effectivement le transport, là où on a beaucoup de pertes. C'est vraiment principalement sur l'électricité. Le temps d'acheminer en fait des centrales de production, là où elles se trouvent, par le réseau on va dire à l'utilisateur final quand on branche la prise. C'est les câbles des pylônes. Tout à fait. Alors il peut y avoir, il faut pas confondre après ligne téléphonique, etc. Basse tension, haute tension. Donc voilà, il y a plusieurs choses là-dedans. Mais effectivement, ça peut rentrer en compte avec. Il y a beaucoup de choses qui sont trouvées en ce moment. Mais c'est vrai que les pertes elles se passent en grande partie à ce niveau-là. Et puis après, par type d'énergie, il y en a qui vont perdre plus sur la production, d'autres sur le transport, d'autres sur l'avant. Voilà, il y a vraiment, ça va dépendre de chaque type d'énergie, vraiment. Donc en fait, une énergie qui peut être très économe sur la production peut être au contraire catastrophique au niveau des pertes, au niveau du transport. Absolument. Donc c'est pour ça que vous préconisez la résilience et du coup multiplier les sources d'énergie pour essayer de pallier à ce problème. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Donc Maxime Bouldoir, vous faites partie de l'association ALEC Montpellier. Quel serait votre objectif rêvé à vous en 2030 ? Alors, dans ce cas-là, ça serait effectivement d'avoir, si on parle du mix énergétique, bien sûr, de partir plus sur de l'énergie renouvelable, bon, ça on l'a déjà dit, mais effectivement, d'avoir ce qu'on disait tout à l'heure, on va dire principalement cibler les économies avant la production. Ça, c'est vraiment... voilà, tout à fait. Par exemple, tout simplement, on va avoir encore plus d'appareils, sûrement électriques, etc. Donc, c'est en train de se développer. Mais malheureusement, qui dit plus d'appareils électriques dit plus de consommation. Donc, besoin de produire plus, besoin de plus de surface pour les productions d'énergie. Et donc, ça va rentrer en compte dans d'autres problématiques.
Et effectivement, si on ne réduit pas nos besoins à la base, ça va devenir très problématique, voire même un peu mission impossible pour continuer à produire autant d'énergie. Et malheureusement, ça risque aussi d'augmenter le coût qui augmente depuis plusieurs années. Et ça va pas être fini d'ici quelques années, quoi. Et j'ai entendu dire que la numérisation, justement, posait d'énormes problèmes énergétiques avec tout ce qui est location de serveurs. Des bâtiments entiers sont remplis de serveurs qui travaillent H24 pour stocker nos données. Par exemple, nos mails, j'ai lu que c'était une consommation énergétique immense, ne serait-ce que pour garder nos mails qui ne sont pas lus. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on tend vers une numérisation toujours plus extrême et du coup, malheureusement, on va vers une consommation d'énergie plus extrême. Vous avez des conseils peut-être pour qu'on puisse réduire ça ? Effectivement. C'est un peu la face cachée, comme on appelle du numérique, la partie immergée de l'iceberg, un peu à ce niveau-là, qui est quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand on ne voit pas quelque chose, c'est vrai que l'impact, on s'en doute peut-être pas, et puis il faut aussi le connaître, qu'on soit alerté par rapport à ça. Donc c'est vrai que le numérique a un impact très négatif de la part de ces serveurs, comme vous l'avez très bien dit. Ces serveurs consomment beaucoup d'énergie. Alors aujourd'hui, ils sont utilisés et des solutions sont trouvées, justement pour réutiliser la chaleur de ces serveurs. Il y a vraiment des études qui sont faites dessus. Je me permets juste, excuse-moi de vous couper, pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, les serveurs sont comme des ordinateurs qui sont branchés H24 pour que vous puissiez avoir accès à tout ce qui est site internet, etc. Des choses qui sont stockées en ligne. Et du coup, Internet fonctionne qu'avec des serveurs où les sites sont stockés. Du coup, on a accès en continu. Donc, c'est des choses qui consomment en continu. C'est un peu comme ça que Internet fonctionne. Et il y a une réalité physique derrière. Qui est une réalité physique. Cette vie virtuelle. Exactement. Merci pour la précision, tout à fait. Et c'est vrai que il y a la possibilité de diminuer son impact au numérique, tout simplement par, vous l'avez très bien cité, les mails. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de stocker ces mails ou de les garder, pas de les supprimer, mais la consommation des boîtes mail est impressionnante. Et si on multiplie ça à l'échelle du nombre de boîtes mail qu'il existe, ne serait-ce qu'en France, ou à une échelle locale, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de caché, puisqu'on ne s'en aperçoit pas du tout. Mais ce stockage-là nécessite beaucoup d'énergie. Et du coup, effectivement, on peut réduire son impact. Alors, j'ai pas de site à donner en tête, mais on peut trouver des sites assez intéressants qui permettent de faire un tri dans sa boîte mail, justement sur des dossiers qui datent de certaines années, etc., où on peut tout enlever, tout supprimer, et au moins alléger tout ça. C'est vrai que c'est toujours compliqué de se rendre compte réellement même de cet impact-là, puisque c'est pas parce qu'on aura supprimé ces mails qu'on va se dire c'est bon, j'ai économisé l'énergie ou j'ai fait économiser l'énergie, puisqu'on le voit pas. Donc ça, c'est toujours compliqué quand on n'a pas du concret en face. Mais effectivement, il y a des solutions qui sont possibles. Il y a aussi l'éveil, par exemple. Pensez à bien faire attention aux veilles, au niveau des appareils électroniques qu'on peut avoir. Il y a aussi la consommation, qu'on a plusieurs onglets d'ouvert. Il y a aussi le réglage de la luminosité sur l'écran, des choses comme ça, qui sont très simples à faire, qui sont liées un peu aux éco-gestes, tout simplement, mais qui peuvent améliorer la consommation et, on va dire, une navigation plus économe. On ne sera pas une navigation, on va dire, zéro énergie, zéro déchet, ça c'est sûr, mais au moins on peut réduire son impact par ces biais-là. J'avais envie de partager une image très concrète que j'ai vue et qui m'a tellement sidérée que maintenant je supprime des mails dans tous les sens. J'ai vu que 30 emails stockés dans ma boîte mail, donc 30, sachant qu'on en a des milliers, équivaut à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. Une fois qu'on se dit ça, jusqu'à faire un gros nettoyage de boîte mail, vous imaginez la consommation d'énergie que vous allez économiser. On va parler un petit peu plus concrètement derrière de tous les gestes qu'on peut faire sur ces questions énergétiques. Mais avant cela, on va faire un court entracte. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'économie au service de l'homme, votre émission du CJD, une association de 5700 dirigeants d'entreprises qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Grégoire nous fait découvrir tout de suite son inspiration musicale du jour. Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est l'heure du petit intermède musical. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un morceau qui m'a particulièrement touché ces derniers temps. C'est extrait du dernier album du grand Michel Jonas. Cet album s'appelle La Méouge, le Rhône et la Durance. Et le morceau que je vais vous faire écouter s'appelle Ma maison de retraite. On peut le dire, nous sommes, en tant qu'hommes, une sorte d'énergie renouvelable. Allez, bonne écoute.
J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement, de la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps, de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus, et perdre, me disais-tu, le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire, peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite, de la fin qui commence, de l'esprit qui divague, peur de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux pour s'écrire des poèmes, pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Et je veillerai sur toi et tu veilleras sur moi, ce sera jamais fini. On se dira mon amour jusqu'à la fin des jours, et le jour et la nuit. Et le jour et la nuit. Et leur maison de retraite, ça je te jure sur ma tête, nous on n'ira jamais. On dormira dehors, on regardera les étoiles, on vivra libre et digne, on se tiendra par la main comme à nos 18 ans qu'on marchait tous les deux sur des sentiers perdus au début du printemps. Et on pourra toujours raconter des bêtises et dire n'importe quoi. On vivra libre et digne. Du coup, juste avant cette fabuleuse entracte musicale, vous avez parlé du coup d'économie en supprimant nos mails. Petit tip, c'est du coup j'aimerais qu'on approfondisse ça et qu'on puisse élargir cette question. Qu'est-ce que moi, j'ai pris conscience à travers cette émission que j'avais un rôle à jouer sur l'économie énergétique. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour participer à cet effort ? Comme ça a été précisé, effectivement, toute la partie numérique a un impact et on peut, via les mails, via la gestion de l'énergie, via l'éveil, etc., y contribuer et voilà, en tout cas diminuer cette consommation-là. Mais on peut avoir aussi via les éco-gestes. Alors, comment on appelle les éco-gestes ? Ça peut être lié pas spécialement à l'énergie, hein, ça peut être trier ses déchets, ça peut être des choses comme ça, de la vie de tous les jours, mais qui sont des choses quand même assez conséquentes, assez importantes, et voire même primordiales. Mais il peut y avoir aussi, comme on le disait au début de l'émission, ne pas laisser couler l'eau quand on ne l'utilise pas. Éteindre ses lumières en sortant des pièces. Voilà, des choses qui pourraient être de base, mais qui ne sont pas suffisamment sûrement faites, et des choses auxquelles on voit pas l'impact, quoi. C'est vraiment de l'impact caché, donc on peut le voir sur la facture quand même au bout d'un moment, bien entendu. Mais que ce soit dans une entreprise ou chez des particuliers ou dans peu importe le logement, c'est sûr que ça va avoir un impact important. Et ça, on peut le réduire de diverses manières. Ça peut être, par exemple, surtout pour les entreprises, mettre des lampes automatiques avec détecteurs de mouvement, etc., qui évitent que dans des zones de circulation où on n'y reste pas, la lumière reste allumée. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est vrai que ces petites choses par petites choses, justement, on va arriver à diminuer ses consommations d'énergie. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et outre ça, on peut trouver, il y a des livrets d'éco-gestes qu'on appelle avec 100 éco-gestes qui donnent un peu tous les tips justement pour aller chercher un peu plus loin, au niveau consommation, etc. et pouvoir réduire ça. Mais c'est vrai que chez soi, il y a beaucoup de choses à faire, de passant des déchets à l'énergie électrique ou justement à l'utilisation de l'eau. Et ces choses-là, elles sont assez simples à mettre en œuvre. Justement, donc vous faites partie donc de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. J'ai pris conscience de faire des changements. Et donc, comme on l'a dit dans cette émission, il faut que je réduise ma consommation d'énergie et que j'améliore l'isolation de mon appartement. Est-ce que je peux du coup vous passer un coup de fil ? Comment ça fonctionne ? Absolument.
Donc effectivement, dans ce cas-là, lorsque vous souhaitez entreprendre un peu plus dans la rénovation énergétique, même si c'est quelques conseils sur l'éco-geste, c'est possible aussi, mais vraiment cibler rénovation énergétique, vous avez un conseil, une question sur l'isolation, vous voulez rénover, que ce soit une entreprise ou un particulier. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter effectivement pour poser votre question. Alors actuellement, je ne vais pas vous le cacher, on est sous un flot de demandes assez important, donc les réponses sont un peu plus longues, etc. Pour nous avoir, c'est compliqué, mais il y aura toujours une réponse. Donc je préfère le préciser aux auditeurs, tout à fait. Quel est le top 3 des questions, du flot de questions que vous recevez ? Le flot de questions. Alors, le top 3, je dirais tout d'abord, une question toute simple, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, une personne qui ne sait pas du tout ce qu'elle peut faire dans son logement. Et au lieu d'arriver avec un projet précis, comme certains peuvent avoir, avec déjà des idées, des recherches, j'ai ma maison, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, c'est le principe, faire un peu de l'état des lieux, de l'existant. Vous aidez la personne à faire un diagnostic de ses comportements de sa maison, c'est ça ? Indirectement, oui, on peut faire ça, tout à fait. Alors, soit par rendez-vous, par mail ou par téléphone, peu importe le moyen de communication, mais on peut avoir ça. Et justement, par exemple, une personne vient nous voir, elle nous dit, ma maison aujourd'hui, j'ai pas d'isolation, mon chauffage, il est ancien, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les solutions techniques qui sont le plus adaptées ? Parce que chaque rénovation est unique. Donc on n'a pas de rénovation type qu'on peut appliquer à tout un quartier, etc. Sauf si c'est des quartiers avec des maisons similaires et encore. Mais ça va dépendre de la zone climatique. Ça va dépendre si on est au nord, au sud du département, si on est proche de la mer ou non. Des matériaux qui ont été utilisés aussi pour construire cette maison, puisqu'il y a certains matériaux qui sont plus respirants que d'autres, comme la pierre ou la terre, même si on en trouve un peu moins, mais des choses comme ça, où ça peut être des aberrations, de venir coller de l'isolant ou des choses comme ça. Vraiment, il va y avoir des rénovations qui vont être uniques par logement et qui vont aussi dépendre des moyens financiers, bien entendu, de la personne qu'on a en face. Et avec ça, il y a des aides aujourd'hui très importantes qui est aussi liées au flot d'appels que nous avons, qui permettent justement de bénéficier d'aides assez conséquentes dans le cas de rénovation énergétique. Et du coup, vous aidez les personnes à contacter pour justement contacter les services spéciaux pour avoir les aides en question ? Absolument. Mais dans le conseil, on va justement apporter la partie technique, la partie financière et également la partie administrative. Donc, comment on fait pour faire ces démarches ? Qui contacter ? Par qui passer ? Par exemple, pour la base commune à toutes les aides financières, ça va être de passer par des entreprises dites reconnues garantes de l'environnement, donc RGE. Pour passer par ces entreprises-là, vous pouvez les trouver tout simplement sur un site gouvernemental, le site FAIRE, F-A-I-R-E, qui est du réseau national de l'ensemble des espaces conseils qui peuvent être situés en France. Et ce site-là, vous avez « Je cherche un professionnel, RGE ». Vous tapez tout simplement votre code postal, un rayon de recherche souvent qui est à 5 ou 20 km de chez soi, donc c'est très bien puisqu'on reste sur quelque chose de local. Et ça, c'est très important. Du cercle court. Tout à fait, exactement. Et puis, on a justement la liste des entreprises qui vont pouvoir réaliser ces travaux avec la bonne attestation RGE. Et après, il peut y avoir une vérification qui est faite. Donc, la vérification, c'est tout simplement une fois qu'ils ont les devis, ils peuvent, lorsqu'ils ont eu contact avec nous avant, nous contacter pour voir effectivement si les devis, s'il manque pas des choses dessus. En aucun cas, puisqu'on est neutre et indépendant, ça, je le reprécise, on donnera de nom d'entreprise ou même d'avis personnels sur le devis. En revanche, il y a des éléments qui sont obligatoires, des éléments techniques, des éléments également pour protéger le futur client de l'entreprise qui doivent apparaître sur ces devis. Et quand il manque, on le signale et on échange avec les entreprises pour qu'elles pensent à pouvoir le modifier et même elles le modifient dans leurs entreprises. Donc, dans leur devis, on a souvent des échanges justement à ce niveau-là qui peuvent nous permettre, autant pour le particulier, pour nous que pour l'entreprise, de gagner du temps par la suite. Donc ça, c'est la question que vous avez le plus souvent, c'est-à-dire les gens vous contactent et j'ai envie de faire quelque chose sur l'énergie, mais je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Absolument. C'est la première chose à laquelle vous pouvez répondre. Un numéro de téléphone, un email ? Alors là, le plus simple sera passer directement par notre site internet, www.alec.fr, donc là sur notre site internet. ALEC, c'est ça ? ALEC, tout à fait. Voilà, donc sur ce site internet, vous allez pouvoir avoir en haut à droite la page contact, nous contacter directement via un formulaire. Et il y a une réponse sous les 3 semaines maximum qui se fera, puisque par téléphone, on est vraiment en surdemande, donc vous risquez d'attendre longtemps avant de nous avoir. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a 2 autres questions un peu récurrentes que se posent les gens vous contactant ? Absolument. Il y a souvent la question de passer sur des pompes à chaleur, qui est beaucoup plébiscitée en ce moment. Donc les pompes à chaleur, actuellement,
plus communément appelé sous le nom de PAC, donc c'est un peu l'acronyme. Très rapidement, un fonctionnement d'une pompe à chaleur, c'est un peu les climatisations dites réversibles qu'on a aujourd'hui dans les logements. Ça va être un principe de prendre une énergie extérieure, donc souvent de l'air, pour chauffer, que ce soit le logement ou chauffer de l'eau, etc. Lors d'utilisation de chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne sous ce principe-là, sans rentrer trop dans le détail, mais voilà. C'est vraiment une question qu'on a sur ces systèmes-là, parce que beaucoup de personnes souhaitent des fois passer avec ces systèmes qui permettent de faire du refroidissement et autres. Et là, c'est vraiment une question à se poser et à faire attention, parce que c'est vrai qu'ici, l'été, dès le printemps, on va commencer à avoir très chaud et ça va durer très longtemps. Toujours pareil, on part sur les bases d'isolation, etc., avant de questionner le chauffage. Mais une fois que c'est fait, le conseil à apporter de ce côté-là, ça va être vraiment au regard de ce que vous avez actuellement comme mode de chauffage, voilà ce que ça peut vous apporter ou non. Au contraire, parce qu'il y a des fois, c'est pas pertinent de changer du tout. Et justement, de leur préciser pourquoi, en fait, ce changement, il est pertinent ou non. Voilà. C'est des investissements, du coup, importants qui sont faits par le propriétaire, le locataire aussi, on peut ou... Oui, tout à fait. Le locataire, alors via le propriétaire, du coup, il faut avoir bien sûr un accord pour faire des travaux. Mais souvent, c'est plus le propriétaire, mais le locataire peut aussi. Dans certains cas, après, c'est très spécifique. Mais effectivement, c'est des investissements qui peuvent être conséquents, surtout sur des projets de rénovation globale. Mais c'est vrai qu'en fonction des revenus, aujourd'hui, il y a des aides qui sont plus ou moins importantes. Alors, les plus aidés, bien sûr, sont ceux avec le moins de revenus et les plus aisés ont moins d'aide financière là-dessus. Ils ont essayé d'adapter à ce niveau-là, mais effectivement, les aides couvrent quand même, pour la majorité, une bonne partie à ce niveau-là en termes d'investissement. Ça permet d'avoir un investissement plus conséquent et des solutions existent aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Les pompes à chaleur. Et alors, la troisième question qu'on vous pose le plus? La troisième question qu'on nous pose le plus, c'est effectivement des questions d'ordre général, on va dire, sur... on a eu souvent, j'ai rénové, mais j'aimerais encore aller plus loin. Et justement, donc, effectivement, vous avez rénové, vous avez un peu respecté la rénovation globale, l'isolation, MMC, chauffage et eau chaude sanitaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Souvent, les personnes se posent la question de la production d'électricité. Par exemple, avec des panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que, effectivement, ce qui est dit est vrai? Comment ça marche? Donc, il y a plusieurs moyens d'aborder la question, puisqu'effectivement, il y a de l'autoconsommation totale. On va consommer tout ce qu'on produit. Donc là, c'est peut-être pas très adapté, surtout avec nos modes de vie actuels, parce qu'il faudrait être sur place en permanence. Et puis, il faudrait avoir un stockage dans des batteries, c'est lourd, c'est cher et encore polluant, donc c'est compliqué. Mais ça, sur certains projets très spécifiques, ça peut. Par contre, il y a de de l'autoconsommation qui va être partielle, qui là, on va autoconsommer quand on va produire. Si par exemple, on est là, on consomme, donc on va produire on va consommer ce qui est produit et on va revendre tout simplement le surplus. Donc ça, c'est aussi une solution qui est très intéressante et c'est celle qui est tout simplement le plus couramment utilisée. Par contre, effectivement, mettre du photovoltaïque en toiture, ça peut être intéressant, mais des études sont nécessaires par des entreprises puisque en fonction du type de toiture que vous avez, de l'orientation de votre toiture, de la zone et de la région dans laquelle vous êtes, même si ici, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là puisqu'on a des ensoleillements sur la côte qui sont quand même relativement importants, mais il y a quand même des études à faire puisque, comme on le disait au départ, ça sert à rien d'avoir une toiture remplie de panneaux solaires si on n'est pas isolé pour dire c'est bon, je produis plus d'énergie que j'en consomme, mais en fait, on a une déperdition d'énergie qui est conséquente. Donc il y a vraiment ces études au préalable qui sont à faire. Et du coup, vous venez d'en parler juste après, à l'instant. La question que j'aimerais vous poser, je pense, pour conclure cette émission, c'est que l'énergie renouvelable, on commence à en entendre beaucoup parler. On nous en vend beaucoup. On a beaucoup incité sur les panneaux photovoltaïques. Moi, je sais que j'ai déjà été contacté pour ça. J'aimerais que, si possible, pour nos chères auditrices et auditeurs, que vous pouvez nous expliquer les pièges un peu à ne pas tomber. Où est-ce qu'on doit vraiment porter notre attention pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas investir dans quelque chose qui, finalement, n'est pas utile ou très peu. Tout à fait. Dans ce cas-là, les pièges à éviter sont souvent nombreux. Que ce soit la rénovation ou l'intégration d'énergie renouvelable dans son logement ou dans son entreprise. Les pièges à éviter, ça va être déjà malheureusement, il existe effectivement des entreprises frauduleuses dans tous les domaines. Ça, on va pas se le cacher. Et il y a aussi des entreprises très bien qui sont du coup, ça gâche un peu cette image-là, surtout au niveau local ou autre. Mais voilà, déjà il y a une première attention à porter sur ça. En passant aujourd'hui par un label, on va dire RGE, déjà, alors faut bien spécifier que le RGE permet d'avoir les aides financières.
en aucun cas on peut dire le RGE comme gage de confiance, même si c'en est un. C'est pas le seul gage de confiance qu'il faudra avoir. Il faudra justement aller plus loin en regardant si l'entreprise, peut-être voir des chantiers qu'elle a déjà réalisés. Ça, c'est possible de demander aux entreprises. Ça permet de voir un peu ce qui se fait et d'avoir un retour, un client éventuel. Aussi, on peut passer par nous, tout simplement, en tant que conseil, pour qu'on puisse justement apporter les conseils nécessaires et pas que la personne parte avec des idées un peu bien en tête. Parce que c'est vrai que le démarchage commercial, on l'a souvent eu. Et au niveau des démarchage commercial, surtout sur les périodes d'isolation en euros, sur des énergies renouvelables ou les pompes à chaleur ou des choses comme ça qui sont citées en euros. Et il y a beaucoup de choses à faire attention. Donc, ne pas se jeter directement dans un projet comme ça, le réfléchir en amont, ne pas signer quoi que ce soit. Surtout, ça c'est très important, même si c'est vrai que des fois, c'est alléchant parce qu'il y a des remises, des choses comme ça. Ça, c'est pas le souci, mais toujours prendre le temps vraiment de faire les choses et pas se presser. On a trop de personnes qui nous appellent, qui ont signé des devis, qui ont engagé des travaux et qui nous disent maintenant, qu'est-ce que je peux faire, quelles aides je peux avoir, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, le projet n'était pas du tout viable par rapport à ce qu'il devait faire. Et là, c'est là le risque d'investir financièrement quelque chose d'important ou pas, mais pour des travaux qui n'amélioreront peut-être pas le confort ou pas comme ça aurait pu l'être si ça avait été réfléchi en amont. Du coup, j'ai juste une toute petite dernière question. Vous avez parlé d'isolation et donc on sait qu'à Montpellier, l'été, il fait chaud, même si là, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu le soleil. Il est un peu timide en ce moment. L'isolation, moi, la question que je me pose, c'est que ça sert à garder la chaleur en hiver, mais est-ce que ça sert pas aussi à garder la fraîcheur en été? Plutôt que se ruer sur une clim, est-ce que c'est peut-être pas nécessaire de bien isoler pour ne pas cuire dans son appartement, tout simplement? Absolument. C'est vrai qu'on pense souvent isolation, froid, hiver. C'est vraiment des mots-clés qu'on a souvent en tête, nous les premiers. Mais c'est vrai que l'isolation joue un rôle très important l'été et pas que l'hiver. Ça va permettre, en fait, c'est des notions qu'on appelle de déphasage thermique. C'est le temps que va mettre la chaleur ou le froid à rentrer dans le logement. Plus ce temps-là sera important, meilleur sera votre confort. Et tout simplement, l'isolation actuellement avec les critères techniques qui sont mis en place permettent d'avoir un bon confort et justement l'été, d'avoir aussi quelque chose l'été qui soit plus viable. C'est souvent un conseil qu'on donne d'ailleurs. Avant d'installer une quelconque clim, isolez votre maison, passez un été et si effectivement, malgré l'isolation, vous avez encore trop chaud après ou pas, parce que l'isolation est une chose, mais après, il y a beaucoup d'autres choses au niveau des ouvertures, etc., qui peuvent jouer, l'orientation et aussi la gestion personnelle, comme on disait au départ, dans son logement, de fermer les fenêtres et les volets, en journée, de faire de l'aération nocturne, on va dire la nuit, tout simplement. Ça, c'est des choses qui vont jouer. Donc, il y a vraiment aussi l'utilisateur qui va être très important parce qu'on peut avoir la meilleure isolation dans son logement, mais si on laisse tout ouvert en été et la journée, on aura une maison qui sera très chaude ou un appartement. Voilà. Donc, il y a vraiment le côté utilisateur qui est très, très concret et très important. Et quels seront, comme on est dans une région quand même où beaucoup ressentent l'utilisation de la clim nécessaire, quels sont les bons gestes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'équiper d'une clim et ensuite l'utiliser de manière la moins impactante possible? Il va avoir tout ce qui est entretien de sa clim. Pour effectivement qu'il n'y ait pas de problème au fur et à mesure de l'utilisation. Et si possible, essayer de rester cohérent. Alors, on a toujours envie d'avoir frais, on le comprend, surtout sur les périodes de canicule ou sur les périodes de forte chaleur. Mais si on met une clim à une température qui est vraiment très basse, qu'on va avoir du 18 ou du 17 degrés, alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur, il faut aussi avoir une vigilance personnelle par rapport à ça et se dire... plus je vais avoir un écart de température entre mon intérieur et mon extérieur, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça vient me prendre de l'air extérieur pour la changer soit en air plutôt froid ou chaud en fonction de la période, et plus l'écart de température va être important, plus la consommation d'énergie va l'être aussi. Donc, il y a aussi une conscience de l'utilisateur, on va dire, ok, j'utilise ma clim, mais je le fais de manière plus concrète, et peut-être pas laisser la clim, parce que certains peuvent laisser la clim H24 tourner. Il y a des moments où on n'est pas là, où on n'en a pas besoin. On peut aussi adapter les plages horaires de climatisation, fermer après, ce qui a permis de rafraîchir et utiliser moins de climatisation. Donc, c'est vraiment le dernier recours qu'on a été obligé d'installer une clim parce que malgré tout ce qu'on a fait, c'était la dernière option pour pouvoir avoir un confort dans son logement ou dans son entreprise. Effectivement, il y a aussi cette partie de régulation qui va être très importante, de ne pas laisser tourner l'appareil et vraiment de bien penser que plus il va faire chaud dehors ou plus l'écart de température sera important entre ce qu'on veut et la température extérieure,
plus ça va consommer d'énergie. Je me disais peut-être en pratique de travail aussi, il y a peut-être cette idée de se rassembler dans les lieux climatisés plutôt que d'avoir 40 lieux différents quand on travaille en entreprise, en équipe ou de chez soi pour essayer de concentrer ces zones de fraîcheur, mais pas non plus en faire de plus en plus. Et en plus, ça enrhume si on a une trop grosse différence de température. En fait, il faut juste accepter le fait d'avoir un peu plus chaud en été et un petit peu plus froid en hiver. Ne pas rentrer dans des extrêmes. Voilà, tout à fait. Même si aujourd'hui on arrive quand même à atteindre des niveaux de confort qui sont, on va dire, pas exceptionnels, mais très, très bons lors d'une rénovation, il y a toujours des zones, voilà, comme ici, où au niveau été, on atteint des températures assez importantes. Et même sur un logement très bien isolé, on va dire lors d'une canicule qui dure 5-6 jours, voire plus, ça sera toujours compliqué de garder une température à moindre frais. N'oubliez pas que tous ceux qui sont venus sur Montpellier sont venus pour le soleil. Le soleil a aussi des conséquences. En été, il fait chaud. Et l'heure tourne sur Radio Clapas 93.5. Est-ce que Johan, Maxime, est-ce que vous avez une dernière remarque à propos des énergies renouvelables ? Alors moi, juste, je redirai ce que je viens de dire à l'instant. Il faut aussi accepter le fait d'avoir peut-être un petit peu plus froid en hiver et un petit peu plus chaud en été, sans pour autant se ruer sur des clims. Avec les techniques que vous avez données, moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà beaucoup, le fait de fermer et de rouvrir, de faire une aération nocturne, et ça fonctionne très bien. Je ne suis pas équipé de clim et je ne meurs pas dans mon appartement. Et si je peux rajouter, un dernier point, c'est la meilleure énergie qu'on consomme, c'est celle qu'on n'utilise pas, justement, tout simplement. C'est votre mot de la fin, Maxime ? C'est mon mot de la fin. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quand même comment vous contacte vous et votre association ALEC ? Tout à fait. En passant par notre site internet, donc ALEC Montpellier Métropole, vous trouvez directement dans les résultats de recherche et dans l'onglet Contact en haut à droite, avec un formulaire à pré-remplir. Et une fois que ce formulaire est envoyé, nous, on recontacte les personnes au bout de 3 semaines afin de répondre à la demande. En sachant qu'actuellement, la demande est nombreuse, conséquente, merci. Et effectivement, on y répondra au mieux. On vous excusera pour les délais, mais on sait au moins que dans votre association ALEC, on peut avoir du conseil technique, administratif et financier sur toutes les questions d'énergie. Merci beaucoup à tous les deux pour ce bon bout d'informations sur les énergies renouvelables. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Et avant de vous dire au revoir, Anne nous donne des trucs et astuces en matière d'intelligence collective. Ce sont des pratiques que nous valorisons dans notre association pour être plus intelligents à plusieurs que seuls. Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 11e chronique consacrée au développement de la sécurité psychologique dans les équipes. Souvenez-vous, nous avons évoqué dans la chronique précédente l'idiotie fonctionnelle. Cette norme de groupe ou culture d'entreprise qui favorise principalement l'obéissance aveugle et idiote, la peur et la compétition entre les salariés. Au contraire de ce versant sombre de l'intelligence collective, on peut créer dans les équipes une ambiance, une atmosphère de confiance dans les autres et dans l'équipe. Pour Amy Edmondson, qui a étudié cette culture qui favorise notamment l'apprentissage, la sécurité émotionnelle est la certitude partagée par tous les membres d'une équipe que celle-ci représente un filet de sécurité vis-à-vis de la prise de risque relationnelle. La sécurité émotionnelle peut être implicite ou explicite. Cela n'a aucune influence sur sa qualité et elle n'est en rien similaire à de la cohésion de groupe. En effet, pour privilégier la cohésion du groupe, on peut retenir sa prise de parole, ses critiques, ses remarques ou questions, alors qu'en zone de sécurité émotionnelle, on dispose d'un espace d'expression sans jugement qui autorise une parole libérée. La sécurité émotionnelle implique une confiance interpersonnelle et un climat de respect mutuel où chacun se sent libre d'être lui-même. Avec quels outils peut-on créer et accompagner le développement d'une telle norme d'équipe ? L'un des plus simples et souvent sous-estimés est l'inclusion. Toute réunion, toute présentation devrait commencer par une inclusion. J'irai même plus loin en précisant que la première inclusion à réussir, c'est celle de l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Se sent-il accompagné, respecté, valorisé ? Le processus d'inclusion d'un salarié à son embauche est un outil extrêmement puissant quand il est réussi
pour lui faire partager les valeurs, les missions et l'embarquer dans l'aventure collective et commencer à ancrer en lui la possibilité d'une liberté d'échange. Au contraire, certaines arrivées dans l'entreprise vous signifient que vous n'en êtes qu'un rouage, que votre opinion n'a aucune importance, et dans ces conditions, la confiance n'est pas évidente, n'est-ce pas ? La plus simple des inclusions dans les réunions, c'est le tour de table. Cela produit un minimum de reconnaissance et favorise la mémoire transactive. Cette élémentaire courtoisie que l'on doit aux participants est hélas trop souvent oubliée. Le tour de table peut comprendre des éléments d'expression plus ou moins personnels. L'inclusion qu'on appelle météo consiste à donner, au-delà de son identité, des éléments sur son état émotionnel. On utilise souvent les images du soleil, des nuages, de l'orage, de l'arc-en-ciel comme métaphore de son état intérieur. Je vais très bien, j'ai choisi la carte du soleil, ou bien mon humeur est mitigée et j'ai choisi la carte de l'éclaircie entre nuages et soleil. Un peu de la reconnaissance de l'état émotionnel de l'autre se dit ainsi en début de réunion, suscitant de la compréhension et finalement pour les participants l'autorisation d'être soi-même plus ou moins en forme avec des émotions. Beaucoup d'inclusions diverses existent qui permettent d'entrer dans une proximité plus ou moins importante. Des jeux de questions plus ou moins piquantes suscitent un lâcher-prise par rapport aux masques que souvent nous portons en public pour cacher nos peurs et nos supposées faiblesses. L'ajustement d'imago est une des inclusions que je préfère, par sa puissance au service de l'authenticité de chacun et du groupe. La notion d'imago de groupe est issue des travaux d'Éric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. En voici sa définition. L'imago de groupe est toute représentation mentale, consciente, préconsciente ou inconsciente de ce qu'un groupe est ou devrait être. Et en effet, dès que nous sommes en groupe, nous éprouvons le besoin de connaître les personnes présentes. Qui êtes-vous ? Comment je vois le groupe et comment je me vois dans le groupe ? C'est l'imago du groupe. Tant que les gens ne se connaissent pas, il y a risque de mise à distance, de méfiance, de compétition ou de conflit. La première chose à faire est donc d'apprendre à se connaître. Petit à petit, les ajustements vont s'opérer. On ne se sent pas tout de suite intégré au groupe, il faut du temps. C'est ce qu'on appelle l'ajustement de l'imago du groupe. Au stade final de cet ajustement, chaque membre joue le jeu du groupe. Il appartient au groupe et s'en est approprié la culture. En pratique, comment animer un ajustement d'imago ? En 2 temps. Commencez par indiquer le cadre. Indiquez le temps de parole, par exemple 1 minute par participant. Chacun répond à la question posée, donc tous les membres vont y répondre à tour de rôle. Interdiction d'intervenir ou de poser des questions, on écoute. Et il y aura autant de tours de table que de questions. Et dans le 2e temps, lancez les tours de table avec des questions de plus en plus piquantes. Votre nom, prénom, âge, le statut professionnel et personnel, le métier, l'entreprise, les différents métiers éventuellement. Quelle est la météo du participant ? Demain, j'ai 365 jours de congé gratuits, qu'est-ce que j'en fais ? Mon rêve de gosse, c'était quoi ? Mes gamelles professionnelles, mes succès professionnels, l'image que les autres ont de moi, ce qui me convient moins. Qu'est-ce qui me motive, m'émeut dans le travail que je fais ? Quel est mon dernier kiff, mon dernier coup de gueule ? Quelle est ma prochaine destination de vacances ? Et si j'étais un animal, quelle célébrité j'inviterais à dîner ? Quelle est la chose sans laquelle je ne peux pas vivre ? Autant de questions que vous pouvez poser aux participants pour qu'ils y répondent les uns après les autres. Et si vous cherchez des questions vraiment engageantes, je vous propose de vous inspirer d'un questionnaire composé de 36 questions que vous trouverez sur Google en tapant quelque chose du style « 36 questions pour tomber amoureux » qui a été fait par des chercheurs en 2015. Je vous en partage une pour vous accompagner jusqu'à notre prochaine chronique. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps ? Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé ? À bientôt !
Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme consacrée aux énergies renouvelables. Un grand merci encore à Maxime Bouldoir qui représentait l'association ALEC Montpellier, à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et à notre jeune dirigeant du CJD, Johan, aujourd'hui, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Vous pouvez retrouver les replays sur radioclapas.fr ou sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et maintenant aussi sur Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, Teacher, iTunes. Alors allez-y, écoutez l'économie au service de l'homme, prenez soin de vos proches et de vous.